En septembre 2025, la NASA a tenu une conférence de presse au sujet d'un rocher sur Mars. Pas n'importe quelle roche, mais une roche parsemée de taches sombres et d'anneaux pâles dispersés sur sa surface selon des motifs que l'équipe scientifique a appelés taches de léopard. Ils ont publié un article évalué par des pairs dans la revue Nature. Et dans cet article, ils ont écrit une phrase qui a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Ils ont déclaré n'avoir trouvé aucune preuve particulièrement convaincante en faveur d'une explication non biologique. En termes simples, la meilleure explication de ce qu'ils observaient pourrait être la présence de vie ancienne sur Mars. Au même moment, un télescope situé à 1 million de kilomètres de la Terre a détecté une molécule dans l'atmosphère d'une planète située à 124 années-lumière. Une molécule qui, sur notre planète, n'est produite que par les êtres vivants. Ce soir, nous allons explorer ces découvertes et poser la question qui les relie. À quoi ressemble réellement la vie extraterrestre ? Pas des extraterrestres de science-fiction, mais de vrais extraterrestres, basés sur de vraies données scientifiques. Et la réponse est plus étrange que tout ce qu'Hollywood a jamais imaginé. Si vous appréciez ces documentaires nocturnes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cela nous permet de vous proposer davantage de vidéos comme celle-ci. Commençons maintenant. Ce soir, nous allons vivre une expérience extraordinaire. Non pas en arrière dans le temps, mais vers l'extérieur. Au-delà des limites de tout ce qui nous est familier. Vers les lieux où la question qui hante notre espèce depuis que le premier humain a levé les yeux vers les étoiles pourrait enfin trouver une réponse. Sommes-nous seuls ? Au cours des prochaines heures, nous allons suivre la piste de cette question à travers le système solaire et au-delà. Nous commencerons par Mars, où un robot de la taille d'une voiture vient de découvrir quelque chose dans la boue qui a laissé les scientifiques sans... Chapitre 1. Les taches de léopard sur Mars. En juillet 2024, au fond d'une ancienne vallée fluviale sur Mars, un robot nommé Persévérance s'est arrêté devant un rocher. La roche avait la forme d'une pointe de flèche. Il mesurait environ 90 cm de large et 60 cm de profondeur. C'était rougeâtre, comme la plupart des choses sur Mars. Mais cette pierre avait quelque chose que les autres pierres n'avaient pas. Des taches sombres, de minuscules taches éparpillées sur la surface comme des graines de pavot, et des taches plus grandes, des anneaux pâles à centre sombre disposés en motifs que l'équipe scientifique allait appeler taches de léopard. Le rocher était surnommé les chutes de Chayava. Il se trouvait au sein d'une formation géologique appelée Bright Angel, un ensemble d'affleurements rocheux le long des bords de Nare Vallis, une ancienne vallée fluviale d'environ 400 mètres de large qui a été creusée par l'eau se précipitant dans le cratère G0 il y a des milliards d'années. La sonde Persévérance avait été envoyée à G0 précisément parce que les images orbitales montraient qu'il s'agissait autrefois d'un lac alimenté par des rivières. Là où il y avait de l'eau, il y avait peut-être de la vie. C'était la théorie. C'était l'espoir. Mais après 3 ans de sillonnement du fond du cratère, Persévérance n'avait trouvé que des roches ignées, des matériaux volcaniques. Intéressant pour les géologues, mais pas exactement ce qu'espéraient les astrobiologistes. Le rover s'est alors engagé dans la vallée de la rivière et a découvert Bright Angel. Et tout a changé. Les rochers de Bright Angel étaient différents. Ils étaient sédimentaires, composés d'argile et de limon. Sur Terre, l'argile et le limon figurent parmi les meilleurs matériaux pour préserver les vestiges de la vie microbienne ancienne. Elles piègent les molécules organiques. Elles figent les signatures chimiques. Ce sont en quelque sorte les classeurs de la nature. Et la roche des chutes Chayava était faite précisément de ce matériau. 2 instruments du rover se sont mis en marche. Le premier s'appelait Sherlock, acronyme de Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Analyse des environnements habitables à l'aide de Raman et de luminescence pour détecter les composés organiques et chimiques. Sherlock a détecté des composés organiques carbonés dans la roche, et non pas seulement des traces. Il s'agit de la détection organique la plus significative de toute la mission. L'équipe scientifique a marqué une pause. Il leur restait un nombre limité de tubes d'échantillons pour toute la durée de la mission pluriannuelle, et en remplir un était une décision importante. Ils ont décidé que cette pierre en valait la peine.
Perseverance a prélevé un échantillon de carotte à Chayava Falls et l'a scellé dans un tube. Cet échantillon s'appelle désormais Saphir Canyon. Il se trouve actuellement à l'intérieur du rover sur Mars, en attente d'être ramené sur Terre. Le deuxième instrument s'appelait Pixel, l'instrument planétaire pour la lithochimie des rayons X. Pixel a cartographié la composition chimique précise de ces taches étranges. Ce qu'elle a découvert était frappant. Les taches sombres en forme de graines de pavot et les plus grandes taches léopard contenaient des minéraux appelés vivionites et gris, disposés selon ce que les scientifiques appellent des fronts de réaction, zones concentriques où des réactions chimiques se sont déroulées au fil du temps. Voici pourquoi c'est important. Sur Terre, la grisite est un minéral que certains microbes produisent dans le cadre de leur métabolisme. La vivonite se forme en présence de matière organique en décomposition. La combinaison de ces deux minéraux, agencés selon ces motifs spécifiques dans une roche composée d'argile et de limon, contenant également du carbone organique, est une combinaison. Chapitre 2. L'indice le plus fort venu d'un autre monde. À 124 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion, se trouve une étoile. C'est une naine rouge, plus petite et plus froide que notre Soleil. Son nom ressemble plus à une plaque d'immatriculation qu'à un objet céleste. K20, une planète orbitant autour de cette étoile dans la zone où les températures permettent l'existence d'eau liquide, est devenue le monde le plus commenté en astrobiologie. K218b a été découvert en 2015 par le télescope spatial Kepler. Il est grand, sa masse est environ 8 fois et demi celle de la Terre, et son diamètre est approximativement 2 fois et demi celui de la Terre. Cela la place dans une catégorie délicate. Trop grand pour être une planète rocheuse comme la nôtre, trop petit pour être une géante gazeuse comme Neptune. Elle se situe dans une zone intermédiaire que les scientifiques commencent seulement à comprendre. En 2019, le télescope spatial Hubble a détecté des traces de vapeur d'eau dans l'atmosphère de K218b. Cela a fait les gros titres. C'était la première fois que de l'eau était découverte dans l'atmosphère d'une planète orbitant dans la zone habitable de son étoile. Mais Hubble ne pouvait pas faire grand-chose. Ses instruments n'étaient pas assez puissants pour appréhender la situation dans son ensemble. Pour cela, les scientifiques avaient besoin du télescope spatial James Webb, l'observatoire le plus puissant jamais construit. Et lorsque le JWST a finalement tourné son miroir doré vers K28b, l'intrigue s'est considérablement complexifiée. En 2023, une équipe dirigée par Niku Madhusan de l'Université de Cambridge a publié la première analyse JWST de l'atmosphère de K218b. Ils ont trouvé des traces évidentes de méthane et de dioxyde de carbone. La présence des deux, combinée à l'absence apparente d'ammoniac, était cohérente avec un scénario que l'équipe de Madhusan développait depuis des années. Ils ont suggéré que K218b pourrait être ce qu'ils appelaient un monde supérieur. Ce mot vient d'hydrogène et d'océan. Une planète dotée d'une épaisse atmosphère riche en hydrogène, reposant sur un océan d'eau global. Un monde entier recouvert d'eau, sans aucune terre ferme. Mais le méthane et le dioxyde de carbone n'étaient pas la partie la plus passionnante de cet article de 2023. Enfoui dans les données se trouvait un signal plus faible, un indice timide d'autre chose. Une molécule appelée sulfure de diméthyle, DMS. Sur Terre, le sulfure de diméthyle est produit presque exclusivement par des organismes vivants. La principale source est le phytoplancton marin, de minuscules organismes photosynthétiques flottant dans l'océan qui libèrent du DMS comme sous-produit de leur métabolisme. Le DMS est la molécule responsable de cette odeur caractéristique du bord de mer. Il joue un rôle dans la formation des nuages au-dessus des océans et ses sources non biologiques connues sont très peu nombreuses. La présence, même infime, de DMS sur une planète susceptible d'abriter un océan global était électrisante, mais ce n'était qu'une simple indication. Le signal était faible, pas assez fort pour être fiable. L'équipe avait besoin de plus de données. En avril 2024, le JWST a de nouveau observé K28b, cette fois pendant près de 6 heures, alors que la planète passait devant son étoile. Le télescope utilisait un instrument différent, son spectrographe infrarouge moyen appelé MIRI, qui observe une gamme de longueurs d'onde différentes de celle des instruments utilisés lors de la première observation.
Lorsque les données sont revenues et que l'équipe les a analysées, elle a trouvé d'autres preuves. En avril 2025, l'équipe de Madhushan a publié ses nouveaux résultats. Ils ont indiqué que les données infrarouges moyennes présentaient des caractéristiques spectrales compatibles avec le sulfure de diméthyle et une molécule apparentée appelée duulfure de diméthyle ou DMDS. La détection avait atteint ce que les scientifiques appellent un niveau de confiance de 3 sigma. Cela signifie qu'il y a environ 0,3% de chances que le signal soit dû au hasard. Pour mettre cela en perspective, le seuil accepté pour une découverte scientifique confirmée est de 5 sigma, ce qui signifie une probabilité de hasard de 0,00006%. 3 sigma est significatif. Cela suffit à faire les gros titres. Il ne suffit pas de déboucher le champagne, mais l'équipe a estimé qu'avec seulement 16 à 24 heures d'observation supplémentaires du JWST, il pourrait être en mesure d'atteindre 5 sigma. La réaction de la communauté scientifique fut immédiate et partagée. Certains ont salué la capacité du JWST à tenter une telle détection. D'autres ont appelé à la plus grande prudence. Sarah Siga, planétologue au MIT, a averti qu'avec des milliers d'exoplanètes à l'étude, la tentation de surinterpréter est forte. Elle a déclaré que certains chercheurs s'emballent au sujet du K28b et que cet enthousiasme dépasse les preuves, et que les sceptiques ont de bonnes raisons d'être prudents. En 2024, des expériences en laboratoire ont démontré que le DMS pouvait être produit sans vie dans des conditions simulant celles d'exoplanètes. Des particules de matière noire, DMS, ont également été détectées. Chapitre 3. L'unique exemple dont nous disposons. Il existe un fait concernant la vie sur Terre qui est si fondamental et si étrange que la plupart des gens n'y pensent jamais. Tout être vivant que vous ayez jamais vu, chaque arbre, chaque insecte, chaque poisson, chaque oiseau, chaque bactérie, chaque champignon, chaque être humain ayant jamais vécu, partage le même système d'exploitation de base. Non pas des systèmes d'exploitation similaires, mais le même code génétique, la même machinerie moléculaire, la même chimie fondamentale. Une bactérie vivant dans un anneau volcanique et une baleine bleue sillonnant le Pacifique utilisent le même alphabet de 4 lettres pour stocker leurs informations génétiques. Elles construisent leurs protéines à partir du même ensemble de 20 acides aminés. Elles s'enveloppent de membranes cellulaires constituées des mêmes types de molécules. Ils fonctionnent grâce à la même source d'énergie. 4 milliards d'années d'évolution, des billions d'espèces, une explosion de diversité si stupéfiante qu'aucun esprit humain ne peut la saisir pleinement. Et au fond, un seul plan, une seule expérience de biologie. C'est la chose la plus importante à comprendre avant de pouvoir envisager sérieusement la vie extraterrestre. Nous n'avons qu'un seul exemple de vie dans tout l'univers, un échantillon d'une seule entité. Et tous les éléments de cet échantillon remontent à un ancêtre commun unique. Une cellule simple ayant vécu il y a environ 4 milliards d'années dans des conditions que nous ne pouvons que supposer. Tout être vivant sur Terre descend de cette cellule. Chaque exemple d'innovation biologique que nous observons s'est produit au sein du même arbre généalogique. Cela signifie que nous ne pouvons pas savoir quelles caractéristiques de la vie terrestre sont nécessaires à toute forme de vie et lesquelles relèvent simplement du hasard. Le carbone est-il essentiel, ou la vie sur Terre a-t-elle utilisé le carbone parce qu'il était abondant dans l'environnement où elle a débuté? L'eau est-elle essentielle, ou n'est-elle qu'un solvant qui se trouvait disponible? L'ADN est-il le seul moyen de stocker l'information génétique, ou n'est-il qu'une solution parmi d'autres? Examinons maintenant de quoi la vie sur Terre dépend réellement. Le premier pilier est la chimie du carbone. Le carbone est le principal constructeur moléculaire du tableau périodique. Il peut former 4 liaisons simultanément. Il peut s'assembler pour créer des chaînes, des anneaux, des feuilles et des structures tridimensionnelles d'une complexité quasi illimitée. Aucun autre élément n'offre une telle polyvalence. Le nombre de composés carbonés connus dépasse les 10 millions. Le nombre de composés carbonés possibles est pratiquement infini. C'est pourquoi le carbone se trouve au centre de chaque molécule biologique sur Terre. Les protéines, les graisses, les sucres, l'ADN, l'ARN, tous sont à base de carbone. La structure qui les maintient ensemble, le squelette qui leur donne forme,
est constitué de chaînes d'atomes de carbone liés entre eux et à l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre et le phosphore. Le deuxième pilier est l'eau. L'eau est étrange. C'est l'une des rares substances qui se dilate lorsqu'elle gèle, ce qui explique pourquoi la glace flotte. Si la glace coulait, les lacs et les océans gèleraient du fond vers la surface, tuant tout ce qu'ils contiennent. L'eau possède une capacité thermique exceptionnellement élevée, ce qui signifie qu'elle absorbe et libère la chaleur lentement. Cela stabilise les températures, évitant ainsi des variations importantes qui détruiraient des réactions chimiques délicates. L'eau est un excellent solvant, dissolvant plus de substances que presque tous les autres liquides. Cela permet aux réactions chimiques complexes de la vie de se dérouler en solution, les molécules se rencontrant et interagissant librement. Toutes les réactions biochimiques de votre corps se produisent dans l'eau. Chaque cellule en est remplie. Tous les organismes vivant sur Terre en dépendent. La vie telle que nous la connaissons est indissociable de l'eau. Le troisième pilier est le code génétique, ADN et ARN. Deux molécules à longue chaîne qui stockent et transmettent des informations à l'aide d'un alphabet chimique à 4 lettres. Adenine, thymine, guanine, cytosine. Voilà, 4 bases chimiques agencées en séquences de milliards de lettres. Ces séquences codent les instructions nécessaires à la construction de chaque protéine, de chaque enzyme, de chaque composant structurel dont une cellule a besoin pour fonctionner. Le code est universel, et non pas seulement similaire d'une espèce à l'autre, mais identique. Les mêmes combinaisons de 3 lettres qui codent pour l'acide aminé leucine chez une bactérie codent également pour la leucine chez l'homme. Le même mécanisme moléculaire qui lie le code et le traduit en protéines fonctionne de la même manière chez tous les organismes jamais étudiés. Cette universalité constitue la preuve la plus convaincante dont nous disposons que toute vie sur Terre descend d'une origine unique. Le quatrième pilier est l'organisation cellulaire. La vie ne se déroule pas uniquement dans un environnement ouvert. Cela se produit à l'intérieur des cellules. De minuscules composants, chapitre 4. La vie dans l'obscurité. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, nous avons cru une chose à propos de la vie, avec une certitude absolue. Toute vie dépend du soleil. Les plantes captent la lumière du soleil, les animaux mangent des plantes ou mangent d'autres animaux qui mangent des plantes. L'ensemble du réseau de la vie est alimenté, de haut en bas, par l'énergie solaire. Pas de soleil, pas de vie. C'était la règle. En 1977, la règle a été enfreinte. Une équipe de scientifiques à bord du submersible de recherche Alvin est descendue dans le rift des Galapagos, un centre d'expansion volcanique situé au fond de l'océan Pacifique, à environ 2 et 12 km sous la surface. Ils s'attendaient à trouver un paysage désertique. Les profondeurs océaniques, loin de la lumière du soleil, étaient censées être un désert biologique. Quelques organismes épars survivent péniblement grâce à la fine pluie de matières organiques mortes qui descendent des eaux ensoleillées situées au-dessus. C'était la prédiction. Ce qu'ils ont découvert, en revanche, c'est l'une des scènes les plus étonnantes de l'histoire de la biologie. Autour des fissures du plancher océanique, de l'eau surchauffée jaillissait des évents volcaniques. L'eau était noire de minéraux dissous, ce qui donne à ces formations leur nom de fumeurs noirs. Les températures aux orifices des évents dépassaient 300 degrés Celsius. L'eau était chargée de sulfure d'hydrogène, un gaz toxique pour la plupart des formes de vie sur Terre. La pression était immense. Il n'y avait pas de lumière. Aucun. L'obscurité totale et absolue. Et autour de ces évents, entassés contre eux, vivant à l'intérieur même de ceux-ci, se trouvait un écosystème d'une abondance stupéfiante. Des vers tubicoles géants pouvant atteindre 2 mètres de long, ornés de plumes rouges vifs. Des palourdes de la taille d'assiettes, d'épais bancs de crevettes, épais tapis de bactéries recouvrant toutes les surfaces. Tout un réseau trophique prospère dans des conditions qui auraient dû lui être fatales. La clé résidait dans les bactéries. Ces microbes n'étaient pas photosynthétiques. Ils n'avaient pas besoin du soleil. Ils puisaient leur énergie à une source complètement différente. Ils ont oxydé le sulfure d'hydrogène qui s'échappait des évents en utilisant l'énergie chimique libérée par cette réaction pour construire des molécules organiques à partir de dioxyde de carbone.
Ce processus est appelé chimiosynthèse. C'est l'image miroir de la photosynthèse, sauf que la source d'énergie n'est pas la lumière. Il s'agit de chimie, de géologie, de la chaleur et des minéraux de la Terre elle-même. Les vers tubicoles n'avaient ni bouche, ni estomac, ni système digestif d'aucune sorte. Ils n'ont pas mangé. Au lieu de cela, elles abritaient des milliards de bactéries chimiosynthétiques à l'intérieur de leur corps, dans un organe spécialisé appelé trophosome. Les bactéries nourrissaient les vers. Les vers offraient aux bactéries un environnement stable et un apport constant de substances chimiques. C'était un partenariat, une symbiose si complète qu'aucun des deux organismes ne pouvait survivre sans l'autre. La découverte des écosystèmes des sources hydrothermales a été une révolution. Cela a prouvé que la vie n'a pas besoin du soleil, elle n'a pas besoin de photosynthèse, elle n'a pas besoin de surface. Il lui faut simplement de l'eau liquide, une source d'énergie chimique et les matières premières adéquates. Et cela change tout dans la recherche d'une vie ailleurs. Parce que le soleil n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards. Mais la géologie, l'eau et la chimie sont partout. Depuis 1977, l'histoire n'a fait que devenir plus étrange. Car les sources hydrothermales n'étaient que le début. La véritable surprise est venue de ce que les scientifiques ont découvert en approfondissant leurs recherches. Non pas plus profondément dans l'océan, plus profondément dans la roche, à des kilomètres sous la surface de la Terre, dans la roche solide, dans des environnements sans lien avec la surface, sans lumière du soleil, sans oxygène, sans matière organique descendant d'en haut. Des scientifiques ont découvert la vie. On les appelle la biosphère profonde. Des communautés microbiennes vivant à l'intérieur même de la croûte terrestre. Certains de ces organismes vivent à des profondeurs de 5 km ou plus. Ils vivent dans les espaces microscopiques entre les grains minéraux, dans des fractures remplies d'eau ancienne, dans des environnements restés coupés de la surface pendant des millions d'années. Comment font-ils pour survivre? La réponse est remarquable. Les éléments radioactifs présents dans la roche environnante, l'uranium, le thorium et le potassium, subissent une désintégration naturelle. Le rayonnement issu de cette désintégration scinde les molécules d'eau en hydrogène gazeux et en oxygène. Les microbes utilisent l'hydrogène comme carburant. Ils le combinent avec du dioxyde de carbone ou avec des minéraux dissous pour générer l'énergie dont ils ont besoin pour survivre. Elle fonctionne grâce à la désintégration radioactive. En quelque sorte, ils ingèrent des radiations, et ils pourraient théoriquement survivre indéfiniment. Tant que la roche contient des éléments radioactifs, et pratiquement toutes les roches en contiennent, ces organismes disposent d'une source d'énergie. Chapitre 5. Les océans cachés. Si vous demandiez à la plupart des gens où chercher la vie extraterrestre dans notre système solaire, ils vous répondraient Mars. Et Mars est une hypothèse raisonnable. Il y avait de l'eau, l'atmosphère y était pesante, il aurait pu avoir une vie. Mais Mars est désormais aride. L'eau qui coulait autrefois à sa surface a disparu depuis des milliards d'années. Si la vie y a existé, elle est presque certainement morte. Des fossiles tout au plus, des fantômes chimiques dans la roche. Les endroits les plus passionnants pour rechercher des organismes extraterrestres vivants actuellement ne sont pas des planètes, ce sont des lunes. Et la plus fascinante de ces lunes orbite autour de Jupiter. Europe est légèrement plus petite que notre lune. Sa surface est une coquille de glace, lisse et brillante, sillonnée d'un réseau de fractures brun-rougeâtres qui lui donne l'apparence d'un œuf fêlé. La température de surface avoisine les moins 160 degrés Celsius. À première vue, c'est l'un des endroits les plus inhospitaliers du système solaire. Mais sous cette glace se cache un océan. Nous connaissons l'existence de l'océan d'Europe depuis la fin des années 1990, lorsque la sonde Galileo de la NASA a détecté quelque chose d'inattendu lors de survols répétés. Europe possède un champ magnétique induit. Ce champ magnétique se modifie en réponse à la puissante magnétosphère de Jupiter, d'une manière qui ne peut s'expliquer que par une couche globale de fluide électriquement conducteur sous la surface. Eau salée. Des observations ultérieures ont confirmé cette conclusion. Le télescope spatial Hubble a détecté ce qui semblait être des panaches de vapeur d'eau jaillissant de la surface d'Europe. Bien que ces observations restent sujettes à débat, la configuration des fractures à la surface est compatible avec une coquille de glace flottant sur un liquide et constamment fissurée et regelée par les forces de marée.
La glace présente des signes de jeunesse géologique à de nombreux endroits, ce qui signifie que sa surface est constamment renouvelée. Quelque chose en dessous fait remonter de la matière fraîche à la surface. Les chiffres sont stupéfiants. L'océan d'Europe aurait une profondeur estimée entre 50 et 150 km. Il contient 2 à 3 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Et il ne s'agit pas simplement d'eau stagnante dans une coquille gelée. L'immense gravité de Jupiter déforme Europe comme une balle en caoutchouc lors de sa révolution autour de la planète. Et cette flexion génère de la chaleur, un réchauffement dû aux marées. Le même processus qui est à l'origine des volcans d'Io, lune de Jupiter, sur Europe. Ce réchauffement dû aux marées serait à l'origine de l'activité volcanique au fond des océans. Source hydrothermale. Exactement le genre d'environnement où la vie prospère sur Terre. Eau chaude, minéraux dissous, énergie chimique, le tout dans un océan global protégé des radiations par des kilomètres de glace. En janvier 2026, des scientifiques ont publié une découverte qui a rendu l'océan d'Europe encore plus intéressant. Ils ont démontré que la glace de surface salée et riche en nutriments sur Europe peut devenir suffisamment dense pour se détacher de la coquille et s'enfoncer à travers la glace. L'océan n'est pas isolé. Il se peut qu'il soit alimenté par des matériaux provenant de la surface, des produits chimiques transformés par l'environnement radiatif intense de Jupiter. Si cela s'avère vrai, cela signifie que l'océan d'Europe pourrait avoir une chimie plus riche que celle qu'un système clos pourrait produire par lui-même. Et nous avons un vaisseau spatial en route pour le découvrir. Europa Clipper a été lancé le 14 octobre 2024 à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Il s'agit de la plus grande sonde interplanétaire jamais construite par la NASA. Ses panneaux solaires s'étendent sur 30 mètres. Elle embarque 9 instruments scientifiques conçus pour étudier Europe plus en détail que n'importe quelle mission précédente. En mars 2025, Europa Clipper a effectué un survol de Mars à l'aide de l'attraction gravitationnelle de la planète pour modifier sa trajectoire vers Jupiter. Au cours de ce survol, l'équipe de la mission a effectué un test crucial. Ils ont activé l'instrument radar du vaisseau spatial, baptisé Raison. Cela signifie radar pour l'évaluation et le sondage des océans jusqu'à proximité de la surface. La Raison est conçue pour voir à travers la croûte de glace d'Europe. Il envoie des ondes radio à travers la glace et écoute les échos renvoyés par les structures souterraines, les poches d'eau à l'intérieur de la glace, la limite entre la couche de glace et l'océan en dessous. Des caractéristiques qui pourraient nous indiquer l'épaisseur de la glace et l'endroit où l'océan se situe au plus près de la surface. Tester ce radar nécessitait une véritable surface planétaire pour réfléchir les signaux, et il n'existe aucun moyen de construire sur Terre une chambre d'essai suffisamment grande. Mars offrait la cible idéale. Le radar a été activé pendant environ 40 minutes, tandis que le vaisseau spatial descendait d'environ 5000 km à 884 km au-dessus de la surface martienne. Il a collecté 60 gigaoctets de données et produit une image radar détaillée du terrain martien. Le chercheur principal, Don Blankenship, de l'Université du Texas à Austin, a déclaré qu'ils avaient obtenu de ce survol tout ce dont ils rêvaient. Chapitre 6. La chimie de l'extraterrestre. Tout ce qui vit sur Terre est constitué de carbone. Mais le carbone n'est pas le seul élément capable de former le type de structure moléculaire complexe dont la vie a besoin. Et l'eau n'est pas le seul liquide susceptible d'être le siège de réactions chimiques. Si nous voulons sérieusement imaginer à quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre, nous devons nous affranchir de l'idée que la biologie doit fonctionner comme elle fonctionne sur Terre. L'alternative au carbone la plus souvent évoquée est le silicium, et cette comparaison n'est pas arbitraire. Le silicium se situe directement en dessous du carbone dans le tableau périodique. Comme le carbone, il forme 4 liaisons. Comme le carbone, il peut se lier à lui-même pour former des chaînes. Comme le carbone, il se lie facilement à l'oxygène et à l'hydrogène. Au sens chimique le plus large, le silicium peut faire beaucoup de choses que fait le carbone, mais les différences sont importantes. Les liaisons silicium-silicium sont plus faibles que les liaisons carbone-carbone. Elles se cassent plus facilement. Les longues chaînes de silicium sont moins stables que les longues chaînes de carbone, ce qui limite la complexité des molécules que le silicium peut construire.
Et il y a un problème plus grave. Lorsque le carbone réagit avec l'oxygène, il produit du dioxyde de carbone, un gaz. Lorsque le silicium réagit avec l'oxygène, il produit du dioxyde de silicium, du sable, un solide. Sur Terre, les organismes à base de carbone rejettent du dioxyde de carbone comme déchet, et celui-ci se disperse au fil de l'eau. Un organisme à base de silicium expulserait du sable. Ces déchets ne se disperseraient pas, cela s'accumulerait. Cela crée des défis métaboliques fondamentaux qui ont conduit de nombreux scientifiques à considérer la vie sur silicium comme improbable. Mais tout le monde n'est pas d'accord. En 2016, des chercheurs du California Institute of Technology ont réalisé quelque chose de remarquable. Francis Arnold, qui remportera plus tard le prix Nobel de chimie, a dirigé une équipe qui a modifié génétiquement des bactéries pour créer des liaisons silicium-carbone, des liaisons qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre. Les bactéries modifiées par évolution dirigée ont incorporé du silicium dans des molécules organiques, prouvant ainsi que la barrière entre la chimie du carbone et la chimie du silicium n'est pas absolue. La vie, même la vie terrestre, peut être amenée à collaborer avec le silicium si on lui donne le bon coup de pouce. Et en 2023, une étude menée à l'Université du Wisconsin à Madison a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Des chercheurs dirigés par Betul Kakar ont découvert 270 cycles de réactions catalytiques auto différents. Ce sont des réactions chimiques auto-entretenues, des réactions qui se nourrissent de leurs propres produits pour continuer à se produire. Bon nombre de ces cycles impliquaient une chimie non carbonée. Ces résultats suggèrent que la chimie auto-entretenue, condition essentielle à la vie, n'est peut-être pas aussi rare ni aussi dépendante du carbone qu'on le supposait. Le scénario le plus réaliste pour la biologie du silicium n'est peut-être pas celui d'une vie purement à base de silicium, mais celui d'organismes hybrides. Des formes de vie qui utilisent à la fois le carbone et le silicium dans leur architecture moléculaire, créatures à l'extérieur minéral et à l'intérieur organique, structures cristallines intégrées au système biologique. Sur une planète où le silicium serait abondant et où les conditions seraient réunies, l'évolution pourrait trouver des moyens d'incorporer le silicium que nous n'avons pas encore imaginé. Mais la biochimie alternative ne se résume pas à remplacer un élément par un autre. Il s'agit aussi du liquide qui contient la réaction chimique. Sur Terre, ce liquide est de l'eau. Mais l'eau n'est pas le seul solvant de l'univers. Prenons l'exemple de l'ammoniac. Tout comme l'eau, l'ammoniac est une molécule polaire. Il peut dissoudre de nombreuses substances. Il reste liquide à des températures bien inférieures à celles de l'eau, entre -78 et -33 degrés à pression standard. Sur une planète froide où l'eau serait gelée à l'état solide, l'ammoniac pourrait servir de milieu liquide pour les réactions chimiques. Les protéines pourraient se replier différemment en présence d'ammoniac. Les membranes cellulaires nécessiteraient des structures différentes. Mais les processus fondamentaux de la vie, dissolution, réaction, construction, pourrait potentiellement se poursuivre. Il y a ensuite le méthane. Du méthane liquide existe actuellement à la surface d'une planète réelle de notre système solaire. Titan, la plus grande lune de Saturne, possède des lacs et des mers de méthane et d'éthane liquide. Elle possède un cycle météorologique complet avec des nuages de méthane, des pluies de méthane et des rivières de méthane qui creusent des chenaux à sa surface. La température en surface est de -79 degrés. L'eau est gelée et aussi dure que du granit. En 2015, des chercheurs de l'université Cornell ont proposé une structure théorique qu'ils ont appelée aotosome, une membrane cellulaire qui pourrait fonctionner dans du méthane liquide. Sur Terre, les membranes cellulaires sont composées de phospholipides, des molécules possédant une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Chapitre 7. La gravité. Façonne tout. Vous ne ressentez pas la gravité car vous n'avez jamais vécu sans elle. C'est la force la plus constante de votre vie. Elle vous a tiré au monde le jour de votre naissance et elle vous retiendra jusqu'à votre mort. Chaque os de votre corps, chaque muscle, chaque vaisseau sanguin, chaque aspect de votre anatomie existe sous sa forme actuelle parce que l'évolution l'a façonné sous une attraction gravitationnelle spécifique, celle de la Terre, à 9,8 mètres par seconde carrée. Changez ce chiffre et tout change. Nous savons maintenant que la galaxie est pleine de planètes et que ces planètes présentent une gamme de tailles stupéfiantes. Les super-Terres,
des mondes rocheux plus grands et plus massifs que la nôtre, figurent parmi les types de planètes les plus fréquemment détectés par nos télescopes. Des milliers ont été retrouvés. Nombre d'entre eux se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Si la vie existe sur l'une de ces planètes, elle a évolué sous des forces gravitationnelles qui écraseraient un être humain. Imaginez un monde où la gravité à la surface de la Terre serait 2 fois supérieure. Non pas une géante gazeuse, mais une planète rocheuse à surface solide, simplement plus massif. Sur cette planète, tout pèse 2 fois plus qu'ici. Chaque étape exige 2 fois plus d'efforts. À chaque battement de cœur, le sang doit être pompé contre une résistance 2 fois supérieure. Les organismes qui évoluent dans ces conditions seraient façonnés par cette incessante traction vers le bas. Des os plus courts, plus trapus et plus épais, des muscles plus denses, un système cardiovasculaire plus puissant. Les silhouettes longues et minces seraient structurellement instables. La bipédie, c'est-à-dire la marche debout sur 2 jambes, pourrait ne jamais évoluer car sa mise en œuvre devient trop complexe. Une créature bipède soumise à une gravité 2 fois supérieure à celle de la Terre a besoin de pattes extrêmement épaisses pour supporter son poids, et une chute serait dévastatrice. Les constitutions à 4 pattes, à 6 pattes, ou celles qui maintiennent le centre de gravité bas par rapport au sol, deviennent beaucoup plus probables. Se déplacer en rampant, comme un serpent, devient un mode de déplacement extrêmement efficace en conditions de forte gravité. Pas de jambes pour s'appuyer, aucun risque de chute. Le corps répartit son poids sur une grande surface. Sur une super-Terre, les grands prédateurs dominants seraient peut-être serpentins plutôt que bipèdes. Le vol devient beaucoup plus difficile. L'énergie nécessaire pour rester en l'air est proportionnelle à la gravité. Sur une planète dont l'attraction gravitationnelle est 2 fois supérieure à celle de la Terre, une créature volante aurait besoin d'ailes proportionnellement plus grandes, d'un métabolisme plus puissant, ou des deux. Le vol n'est pas impossible, mais la taille limite pour les animaux volants serait bien inférieure à celle sur Terre. Pas d'oiseaux géants, pas de ptérosaures. Les créatures volantes sur une planète à forte gravité seraient généralement petites et puissantes, bâties comme des balles ailées. À moins que l'atmosphère ne soit plus épaisse, une atmosphère plus dense génère une portance plus importante, ce qui compense partiellement l'augmentation de la gravité. Une super-Terre dotée d'une atmosphère dense pourrait encore produire de grands organismes volants, mais leur forme serait différente. Des ailes plus larges, des fuselages plus flottants, des conceptions qui exploitent la portance aérodynamique dans l'air dense, plutôt que de lutter contre la gravité par la seule force musculaire. Le paysage lui-même serait différent. L'érosion est plus rapide sous une gravité plus élevée. Les rivières creusent plus profondément. Les montagnes s'érodent plus rapidement. Le terrain serait généralement plus plat, plus lisse, avec des variations topographiques moins importantes. Un monde à forte gravité pourrait ressembler à une plaine vallonnée infinie, parsemée de larges et profondes vallées fluviales, mais avec peu de pics imposants. Maintenant, inversez l'équation. Imaginez un monde à faible gravité. Mars possède 38% de la gravité terrestre. L'Europe n'en compte que 13%. La Lune représente 16%. Sur une planète à faible gravité, les contraintes qui limitent la taille sur Terre s'atténuent considérablement. La loi du cube carré, ce principe selon lequel le poids d'une créature augmente plus vite que sa résistance structurelle à mesure qu'elle grandit, devient beaucoup moins punitive. Les arbres pouvaient atteindre des centaines de mètres de haut, avec des troncs élancés et gracieux. Les animaux pourraient avoir des membres longs et délicats, des corps minces, des proportions élégantes qui seraient impossibles sous l'effet de la force d'attraction terrestre. Le vol devient d'une simplicité enfantine. Ailes plus petites par rapport à la taille du corps. Moins d'énergie requise. Sur une planète où la gravité serait un tiers de celle de la Terre et où l'atmosphère serait dense, des organismes de la taille de baleine pourraient voler. Le ciel pourrait être aussi riche en vie que l'océan l'est sur Terre. Mais les créatures évoluant en faible gravité seraient fragiles selon nos critères. Leurs os seraient plus fins, leurs muscles plus faibles. Un organisme vivant en faible gravité et visitant la Terre serait écrasé par son propre poids. Incapable de se tenir debout, incapable de respirer face à la résistance de sa propre poitrine. Chapitre 8.
De quelle couleur sont les plantes extraterrestres? Pourquoi les plantes sont-elles vertes? Cela paraît être une question si simple, mais la réponse révèle quelque chose de profond sur la relation entre la vie et la lumière des étoiles. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus jamais une forêt de la même façon. Les plantes sont vertes grâce à la chlorophylle, la molécule qui capte la lumière du soleil et la convertit en énergie chimique par la photosynthèse. La chlorophylle absorbe très efficacement la lumière rouge et la lumière bleue, mais elle réfléchit la lumière verte. Elle renvoie des longueurs d'onde vertes dans le monde, ce qui explique pourquoi les feuilles nous paraissent vertes. Voici maintenant le détail crucial. La chlorophylle a évolué pour fonctionner avec la lumière produite par notre Soleil. Notre Soleil est une étoile de type G de la séquence principale, une naine jaune. Elle émet la majeure partie de son énergie dans le spectre visible, avec un pic dans la gamme vert-jaune. La chlorophylle est adaptée pour capter les longueurs d'onde les plus abondantes dans le rayonnement solaire. Il s'agit d'une antenne conçue pour un signal spécifique. Changez l'étoile et vous changez le signal. Changez le signal et vous changez d'antenne. Changez l'antenne et vous changerez la couleur de votre vie. Les étoiles les plus communes de notre galaxie ne sont pas des naines jaunes comme notre Soleil. Ce sont des naines rouges, des étoiles de type M, plus petites, plus froides, moins lumineuses et bien plus nombreuses. Environ 70% des étoiles de la Voie lactée sont des naines rouges. Ils émettent la majeure partie de leur énergie dans les longueurs d'onde rouges et infrarouges. La lumière visible, celle que nos yeux peuvent voir et que nos plantes peuvent utiliser, est beaucoup moins abondante. Une planète orbitant autour d'une naine rouge serait confrontée à une crise énergétique. La lumière visible disponible est moindre. La lumière qui parvient à destination est décalée vers l'extrémité rouge du spectre. Une plante utilisant la chlorophylle de type terrestre serait mal adaptée. Ce serait essayer de capter une lumière qui n'existe pas. L'évolution pousserait dans une direction différente. Sur une planète naine rouge, la stratégie optimale pourrait consister à absorber tous les photons disponibles. Pas seulement rouge et bleu, mais aussi vert, chaque longueur d'onde. Si une plante absorbe toute la lumière visible et n'en réfléchit aucune, elle apparaît noire. Plante noire, forêt de végétation noire sous un soleil rougeâtre et tamisé. Cela ressemble à de la science-fiction, mais la physique est simple. Les scientifiques qui modélisent la photosynthèse sous différents spectres stellaires constatent systématiquement que les plantes sur les planètes naines rouges seraient probablement très sombres, noires, violet foncé ou brun foncé, absorbant la moindre parcelle de lumière qu'elles peuvent capter. Imaginez maintenant le contraire, une étoile plus chaude, une étoile de type A bleu-blanc qui émet une lumière ultraviolette et bleue intense. Trop d'énergie peut être aussi dangereux que pas assez. Sur Terre, un excès de rayonnement ultraviolet endommage l'ADN. Les plantes vivant sur une planète orbitant autour d'une étoile chaude et brillante devraient se protéger. Il peut s'agir de surfaces hautement réfléchissantes, argentées ou blanches, qui renvoient les rayonnements nocifs tout en absorbant sélectivement uniquement les longueurs d'onde dont elles ont besoin. Ou bien elles pourraient être bleues, absorbant la lumière bleue abondante pour produire de l'énergie tout en réfléchissant les longueurs d'onde plus longues. La couleur de la végétation extraterrestre n'est pas qu'une simple curiosité. Il s'agit d'une biosignature potentielle. L'une des façons dont nous pourrions détecter la vie sur des exoplanètes situées à des années-lumière. Sur Terre, la végétation produit une caractéristique distinctive dans la lumière réfléchie, appelée liseré rouge de la végétation. Les plantes absorbent la lumière visible pour la photosynthèse, mais réfléchissent fortement la lumière proche infrarouge. Lorsqu'on observe le spectre lumineux terrestre, on constate une nette augmentation de la réflectivité à la limite entre le rouge visible et le proche infrarouge. Ce saut est si caractéristique qu'il peut être détecté depuis l'espace. Si une civilisation extraterrestre observait la Terre depuis une étoile lointaine, la bordure rouge de la végétation serait l'un des signes les plus évidents que notre planète abrite la vie photosynthétique. Sur une planète extraterrestre, la limite serait différente. Le décalage se produirait à différentes longueurs d'onde en fonction de l'étoile et de la biologie, mais le principe resterait le même. Un changement brutal de réflectivité provoqué par des organismes qui captent la lumière. Les futurs télescopes
notamment le projet d'observatoire des mondes habitables, pourrait être capable de détecter ces caractéristiques sur les exoplanètes, en observant la couleur des forêts extraterrestres à des dizaines d'années-lumière de distance. Mais la photosynthèse elle-même pourrait fonctionner différemment sur d'autres mondes. La photosynthèse terrestre utilise l'eau et le dioxyde de carbone comme matière première, grâce à l'énergie de la lumière visible. Ce procédé décompose les molécules d'eau en libérant de l'oxygène comme déchet. Cet oxygène a transformé l'atmosphère terrestre et a rendu possible la vie animale complexe. Mais il existe des alternatives. Certaines bactéries sur Terre effectuent déjà la photosynthèse en utilisant du sulfure d'hydrogène. Chapitre 9. Les schémas répétitifs de l'évolution. Regardez un requin. Maintenant, regardez un dauphin. Maintenant, regardez un ichthyosaure, un reptile marin qui s'est éteint il y a 66 millions d'années. 3 animaux séparés par des centaines de millions d'années d'évolution, 3 lignées complètement différentes. Les requins sont des poissons, les dauphins sont des mammifères, les ichthyosaures étaient des reptiles. Ils ne partagent aucun ancêtre commun récent et pourtant ils se ressemblent presque trait pour trait. Corps profilé, museau pointu, mâchoire dorsale, puissante nageoire caudale, peau lisse conçue pour réduire la résistance à l'eau. La même forme hydrodynamique a évolué indépendamment à 3 reprises. Ce phénomène porte un nom, l'évolution convergente, et il est présent partout sur Terre. L'œil a évolué indépendamment au moins 40 à 50 fois, et non par variation sur un seul modèle d'œil. Des inventions de la vision totalement distinctes. Les insectes ont développé des yeux composés dotés de milliers de minuscules lentilles. Les vertébrés ont développé des yeux caméra, dotés d'une seule lentille focalisant la lumière sur une rétine. Les coquilles Saint-Jacques ont développé des yeux miroirs, qui utilisent des surfaces réfléchissantes incurvées pour focaliser les images. Les méduses boîtes possèdent 24 yeux de 4 types différents. Chacun de ces systèmes visuels a été construit de toutes pièces par une branche différente de l'arbre de la vie. Le vol a évolué indépendamment au moins 4 fois. Les insectes sont apparus il y a environ 350 millions d'années. Les ptérosaures ont développé le vol indépendamment il y a environ 230 millions d'années. Les oiseaux l'ont fait évoluer à nouveau il y a environ 150 millions d'années. Les chauves-souris l'ont fait évoluer une 4e fois il y a environ 50 millions d'années. 4 groupes d'animaux totalement différents sont tous parvenus à la même solution au même problème. Comment se déplacer dans l'air? L'écolocation a évolué indépendamment chez les chauves-souris et les dauphins. 2 groupes de mammifères aux modes de vie radicalement différents ont abouti à la même technologie de navigation. Émettre des sons à haute fréquence, écouter les échos, élaborer une carte mentale de l'environnement à partir des signaux de retour. Les organes électriques ont évolué indépendamment chez plusieurs groupes de poissons non apparentés. La capacité à générer des champs électriques pour la navigation, la communication et la chasse est apparue séparément chez les anguilles électriques, les raies électriques, les poissons-éléphants et plusieurs autres espèces. L'œil caméra, l'aile, le corps profilé, l'écholocation, la bioluminescence, le venin, le blindage, le sang chaud. L'évolution ne cesse de réinventer les mêmes solutions, car la physique impose des limites à ce qui fonctionne. Il n'existe qu'un nombre limité de formes efficaces pour se déplacer dans l'eau. Il n'existe qu'un nombre limité de façons de générer de la portance dans l'air. Il n'existe qu'un nombre limité de méthodes pour détecter les rayonnements électromagnétiques. Les lois de la physique sont les mêmes partout, et l'évolution, quel que soit son point de départ, tend à converger vers les mêmes réponses aux mêmes problèmes physiques. Le biologiste Simon Conway Morris a soutenu que ce schéma suggère quelque chose de profond sur la nature de l'évolution. Il croit que l'évolution n'est pas aléatoire. Elle est canalisée, contrainte par la physique et la chimie, vers un nombre limité de solutions viables. Avec suffisamment de temps et dans les bonnes conditions, l'évolution trouvera ces solutions de manière répétée. Si Conway Morris a raison, les implications pour la vie extraterrestre sont remarquables. Cela signifierait que les extraterrestres ne sont peut-être pas aussi étranges que nous l'imaginons. Sur n'importe quel monde possédant de l'eau liquide,
et présentant un éventail similaire de défis physiques, l'évolution pourrait produire des organismes dotés d'yeux, de corps hydrodynamiques et d'une forme de locomotion dans un fluide. Les détails différeraient. La chimie sous-jacente peut différer, mais les formes, les stratégies, les solutions peuvent être étrangement familières. Mais il existe un contre-argument de poids, qui émane de l'un des biologistes évolutionnistes les plus influents du XXe siècle. Stephen Jay Gould a proposé une célèbre expérience de pensée. Imaginez que vous puissiez rembobiner la bande de l'évolution jusqu'au tout début et la laisser se dérouler à nouveau. Obteniriez-vous le même résultat? Gould a dit non. Il soutenait que l'évolution est profondément contingente, dépendante des accidents, des mutations aléatoires, des extinctions fortuites, des impacts d'astéroïdes, des périodes glaciaires et des éruptions volcaniques. Modifiez l'un de ces événements et toute la trajectoire change. Repassez la cassette et vous pourriez découvrir un monde peuplé de céphopodes intelligents au lieu de primates, ou un monde où rien de plus complexe que des bactéries n'évolue jamais. L'argument de l'évolution convergente présente une faiblesse que Gould aurait été le premier à souligner. Chaque phénomène de convergence sur Terre s'est produit au sein d'un seul arbre de vie. Les requins, les dauphins et les ichthyosaures ont tous développé des corps hydrodynamiques, mais ils partagent tous le même patrimoine génétique sous-jacent, le même ADN, le même mécanisme de synthèse des protéines, la même architecture cellulaire. Ce sont des variations sur un même thème, et non des expériences indépendantes. La convergence se produirait-elle encore si la chimie sous-jacente était différente? Et si la vie était construite sur du silicium plutôt que sur du carbone? Et si on utilisait de l'ammoniac au lieu de l'eau? Et s'il possédait un système génétique entier? Chapitre 10. Les microbes sont la réponse. Voici un chiffre qui devrait changer votre façon de penser la vie dans l'univers. 80%. Pendant environ 80% de l'histoire biologique de la Terre, la seule vie sur cette planète était constituée de microbes unicellulaires. Bactéries et archées, de minuscules organismes invisibles à l'œil nu, flottant dans les roches océaniques, dérivant dans l'atmosphère. Pendant plus de 3 milliards d'années, il n'y a eu que ça. Ni plantes, ni animaux, ni champignons, ni yeux, ni cerveau, ni ailes, ni dents, seulement des microbes. La vie multicellulaire complexe n'est apparue qu'il y a environ 600 millions d'années. Les mammifères existent depuis environ 200 millions d'années. Les primates pour environ 65 millions d'années. Le genre Homo depuis environ 2,5 millions d'années. Une civilisation technologique depuis environ 300 ans. Si vous choisissiez un moment au hasard dans les 4 milliards d'années d'histoire biologique de la Terre, il y a de fortes chances que vous trouviez une planète recouverte de microbes et rien d'autre. Ce n'est pas une planète qui attend l'arrivée de la vie complexe. Une planète où la vie microbienne est la réponse complète, pleinement réalisée et spectaculairement réussie à la question de ce que la biologie peut faire. Si ce ratio s'applique à d'autres mondes vivants, et il n'y a aucune raison de supposer le contraire, alors la plupart des formes de vie extraterrestres dans l'univers sont microbiennes. Non pas parce que les microbes ne sont qu'un tremplin vers quelque chose de plus intéressant, mais parce que les microbes sont l'événement principal. Il s'agit de l'état par défaut de la biologie. La vie multicellulaire complexe est l'anomalie. L'intelligence est l'exception la plus flagrante. Et la technologie est, pour autant que nous le sachions, le fruit d'un accident singulier. Cela peut paraître décevant. Nous voulons des civilisations extraterrestres. Nous voulons parler à quelqu'un. Nous voulons la confirmation que l'intelligence est une caractéristique commune au cosmos. Découvrir que l'univers est rempli de bactéries et rien d'autre peut être décevant. Mais ce ne serait pas une déception. Ce serait la découverte la plus importante de l'histoire des sciences. Voici pourquoi. Nous avons actuellement un exemple de vie. 1. Tout ce qui vit sur Terre partage un ancêtre commun. Nous ne pouvons savoir si la vie est une fatalité cosmique ou un accident étrange. Si nous découvrons sur Mars une vie microbienne apparue indépendamment de la vie sur Terre, cette question sera résolue. La vie n'est pas un accident, c'est un processus naturel.
Cela se produit partout où les conditions sont réunies. Et si cela se produit 2 fois dans un même système solaire, cela se produit probablement partout. Les questions qui en découlent sont tout aussi profondes. Si des microbes extraterrestres utilisent l'ADN et une biochimie similaire à celle de la vie terrestre, cela signifierait que la chimie de la vie est contrainte. Il n'existe peut-être qu'une seule façon, ou très peu de façons, de construire un système vivant. L'univers pourrait être rempli de vie à base de carbone, dépendante de l'eau et pilotée par l'ADN, car c'est la seule combinaison qui fonctionne. Si des microbes extraterrestres utilisent une biochimie différente, un code génétique différent, une machinerie moléculaire différente, cela signifierait le contraire. La vie emprunte de multiples voies chimiques. L'univers n'est pas seulement vivant. Elle est créative, diverse, incroyablement vivante, d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. L'une ou l'autre de ces réponses remet en question tout ce que nous croyons savoir sur notre place dans le cosmos. Chaque réponse modifie la biologie, la chimie, la philosophie et la théologie d'une manière que nous pouvons à peine prévoir. Mais la découverte de microbes extraterrestres est extrêmement difficile. Les microbes sont petits. Ils ne fabriquent pas d'émetteurs radio. Ils n'illuminent pas les villes. Elles laissent des traces subtiles et ambiguës, faciles à manquer et à mal interpréter. La roche de Chava Falls sur Mars pourrait contenir des traces d'anciens microbes, ou pas. Le signal DMS sur K28b pourrait être produit par du phytoplancton marin ou par une réaction chimique. Le défi que représente la détection de la vie microbienne, en particulier d'une vie susceptible d'utiliser une chimie inconnue, a poussé les scientifiques vers une approche radicalement nouvelle. Méthode de détection de vie agnostique qui ne suppose pas que vous sachiez ce que vous cherchez. Une approche possible est le déséquilibre chimique. Les planètes habitables possèdent des atmosphères dont l'équilibre chimique est rompu. Sur Terre, l'oxygène et le méthane coexistent dans l'atmosphère. Cela ne devrait pas se produire. L'oxygène et le méthane réagissent entre eux. Si on les laissait faire, l'un consumerait l'autre en quelques milliers d'années. Le fait que les deux persistent simultanément signifie que quelque chose les produit continuellement. Ce quelque chose, c'est la vie. Les organismes photosynthétiques produisent de l'oxygène. Les microbes méthanogènes produisent du méthane. Sans vie, l'atmosphère s'installerait dans un équilibre stable et ennuyeux. Si nous détectons une exoplanète dotée d'une atmosphère contenant des gaz qui ne devraient pas coexister, ce déséquilibre pourrait en lui-même constituer une signature biologique. Chapitre 11. Sang et esprit extraterrestre. Fermez les yeux un instant et réfléchissez à la façon dont vous percevez le monde. La lumière qui pénètre dans vos yeux, le son qui fait vibrer vos tympans, la pression sur votre peau, les sensations qui vous parviennent par le nez, le goût des aliments sur votre langue. 5 sens. Voilà comment les humains interagissent avec la réalité. Et pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons supposé que 5 sens constituaient plus ou moins le kit standard pour tout organisme complexe. Nous avions tort. Sur Terre seulement, les animaux ont développé des sens que nous ne possédons pas. Et dans la plupart des cas, ils ne peuvent même pas percevoir sans instrument. Les requins détectent les minuscules champs électriques générés par les contractions musculaires de leur proie. Ils peuvent percevoir les battements de cœur d'un poisson enfoui dans le sable à plusieurs mètres de distance. C'est ce qu'on appelle l'électroréception, et c'est aussi naturel pour un requin que la vue l'est pour vous. De nombreux oiseaux, tortues marines et bactéries sont capables de percevoir le champ magnétique terrestre et de l'utiliser pour s'orienter. Réception magnétique, une boussole complète intégrée à leur biologie. Les oiseaux migrateurs qui parcourent des milliers de kilomètres utilisent l'architecture magnétique de la planète comme une carte, percevant les lignes de champ aussi naturellement que nous percevons le haut et le bas. Les crotales perçoivent les rayonnements infrarouges. Leurs organes sensoriels détectent la chaleur corporelle des proies à sang chaud dans l'obscurité totale. Ils perçoivent d'une longueur d'onde lumineuse qui nous est invisible. À une vipère des fosses, une souris dans un champ sombre brille comme un phare. La crevette menthe possède 16 types de cellules photoréceptrices. Les humains en ont 3.
Nous percevons le monde à travers des combinaisons de rouge, de vert et de bleu. La crevette menthe perçoit la lumière ultraviolette, la lumière polarisée et des distinctions de couleurs que notre système visuel est littéralement incapable de traiter. Nous ignorons à quoi ressemble le monde pour une crevette menthe, car notre cerveau est dépourvu de la structure nécessaire pour même l'imaginer. Chaque sens est une réponse à une question environnementale. Les yeux ont évolué car le rayonnement électromagnétique est une source d'informations utiles. Les oreilles ont évolué car les ondes de pression transportent des informations sur l'environnement. L'électroception a évolué parce que les êtres vivants génèrent des champs électriques et que leur détection leur confère un avantage. Dans un autre monde, les questions environnementales seraient peut-être différentes et les sens qui évolueraient pour y répondre seraient peut-être méconnaissables. Imaginez un monde doté d'une atmosphère épaisse et opaque, où la lumière visible n'atteint jamais la surface. Dans un tel monde, les yeux seraient inutiles. Il n'y a rien à voir. L'évolution n'investirait pas dans la vision. Au contraire, les organismes pourraient développer un sonar extraordinairement perfectionné. L'écholocation poussait à un niveau bien supérieur à celui des chauves-souris et des dauphins. Imaginez des créatures qui perçoivent leur monde entier par le son. Non seulement la direction des objets, mais aussi leur forme, leur texture, leur structure interne. Un sonar perfectionné pendant des milliards d'années pourrait potentiellement voir à travers les objets solides, détectant les différences de densité, les cavités, les organes internes d'autres organismes. Un extraterrestre doté d'une écholocation avancée pourrait savoir que vous êtes malade avant vous, en entendant le rythme irrégulier de votre cœur ou le changement de densité de vos os. Sur une planète proche d'une étoile magnétiquement active, où les champs magnétiques sont puissants et en constante évolution, des organismes pourraient développer un sens magnétique si raffiné qu'ils percevraient le champ de la planète comme nous percevons la lumière. Un paysage magnétique superposé au paysage physique. Des lignes de champ aussi vives que des couleurs. Des anomalies magnétiques aussi visibles que des ombres. Dans un monde saturé de radiation, les organismes pourraient développer une sensibilité aux rayons X ou aux rayons gamma et voir à travers la matière comme nous voyons à travers le verre. L'équivalent extraterrestre d'un appareil à rayons X médical pourrait être un organe sensoriel vivant, ayant évolué naturellement grâce à un environnement saturé de rayonnements de haute énergie. Dans un monde à la chimie atmosphérique complexe, la chimioréception, c'est-à-dire le fait de pousser l'odorat et le goût à l'extrême, pourrait être le mode dominant d'expérience de la réalité. Des organismes qui perçoivent les gradients chimiques dans l'air de la même manière que nous percevons les motifs lumineux. Ils percevraient un paysage olfactif aussi détaillé et riche que notre monde visuel. Chaque brise transporte une symphonie d'informations chimiques. Ces possibilités sont importantes, car elles déterminent non seulement comment les extraterrestres percevraient le monde, mais aussi comment ils communiqueraient. Et la communication détermine si nous pourrons un jour les détecter. Nous recherchons des civilisations extraterrestres en écoutant des signaux radio. Nous faisons cela parce que la radio est notre principal moyen de communication sur de longues distances. Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, scrute le ciel à la recherche d'émissions radio depuis plus de 60 ans. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Mais la radio n'est notre principale technologie de communication que depuis environ un siècle. Avant cela, nous utilisions des signaux de fumée, des tambours, des messages écrits, des fils télégraphiques. À l'avenir, nous pourrions passer à une communication basée sur les lasers, qui est plus efficace et plus difficile à détecter. Nous pourrions utiliser des canaux cryptés quantiques qui sont, par définition, indétectables par des espions. Si une civilisation extraterrestre avait connu une progression technologique similaire, sa phase radio n'aurait peut-être duré qu'un siècle ou deux. Une brève période de l'histoire d'une civilisation, durant laquelle elle émet sur des fréquences que nous pouvons détecter. Avant cette fenêtre, ils nous sont invisibles. Chapitre 12. Le grand filtre. Durant l'été 1950, le physicien Enrico Fermi déjeunait avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos. La conversation a ensuite porté sur les soucoupes volantes, qui faisaient l'actualité à l'époque. Quelqu'un a fait une blague.
Fermi fit quelques calculs mentaux rapides, puis il posa une question qui hante la science depuis lors. Où sont tous les autres? La logique derrière cette question est simple et dévastatrice. La galaxie de la Voie lactée contient environ 200 à 400 milliards d'étoiles. Beaucoup d'entre eux sont plus vieux que notre Soleil. Beaucoup possèdent des planètes. Bon nombre de ces planètes se situent dans des zones habitables. Si même une infime fraction de ces planètes a vu naître une vie intelligente, et si même une infime fraction de ces civilisations a développé la capacité de voyager entre les étoiles ou simplement d'envoyer des signaux à travers l'espace, alors la galaxie devrait regorger de preuves d'intelligence extraterrestre. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Notre Soleil a environ 4 milliards et demi d'années. De nombreuses étoiles de la galaxie sont des milliards d'années plus vieilles. Même à une fraction de la vitesse de la lumière, une civilisation apparue 1 milliard d'années avant nous aurait pu explorer ou coloniser la galaxie entière à maintes reprises. Et pourtant, nous ne voyons rien. Aucun signal, aucune sonde, aucune mégastructure, aucune preuve d'ingénierie à quelque échelle que ce soit. Le ciel reste silencieux pour chacun des instruments que nous avons construits. C'est le paradoxe de Fermi, et il intrigue les scientifiques depuis 75 ans. En 1961, l'astronome Frank Drake a formalisé la question sous forme d'équation. L'équation de Drake n'est pas vraiment une équation au sens mathématique du terme. Il s'agit d'un cadre de réflexion sur le problème. Il multiplie une série de facteurs. Le taux de formation des étoiles, la proportion d'étoiles possédant des planètes, la fraction des planètes susceptibles d'abriter la vie, la fraction de ces endroits où la vie apparaît réellement, la fraction où la vie devient intelligente, la fraction qui développe une technologie détectable, et enfin, la durée de survie de ces civilisations. Les premiers facteurs sont désormais relativement bien connus. Des étoiles se forment régulièrement. La plupart ont des planètes, de nombreuses planètes sont des zones habitables, mais les facteurs qui les déterminent restent totalement inconnus. Nous ignorons la fréquence d'apparition de la vie. Nous ignorons à quelle fréquence il devient intelligent. Et nous n'avons aucune idée de la durée de vie des civilisations technologiques. Selon les valeurs numériques que l'on saisit, l'équation de Drake donne des réponses allant de 0, nous sommes seuls, à des millions de civilisations dans notre galaxie actuellement. L'équation ne résout pas le paradoxe. Elle le cadre, et ce cadre révèle que la réponse dépend de facteurs que nous ne pouvons pas encore mesurer. L'une des tentatives les plus influentes pour expliquer le paradoxe de Fermi est le concept du grand filtre. L'idée proposée par l'économiste Robin Hanson en 1998 est que, quelque part entre la chimie morte et une civilisation galactique, il existe au moins une étape qui est extraordinairement improbable. Un filtre qui ne laisse passer quasiment rien. La question est de savoir où se situe le filtre. Si la grande période de filtrage est derrière nous, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que l'une des premières étapes, l'origine de la vie, l'évolution des cellules complexes, le développement des organismes multicellulaires, l'émergence de l'intelligence, a été la partie la plus difficile. Nous l'avons déjà réussi. Nous sommes les chanceux qui ont réussi à s'en sortir. La raison pour laquelle nous ne voyons pas de civilisations extraterrestres est que l'étape que nous avons déjà franchie est si improbable que presque personne d'autre n'y est parvenu. Si le grand filtre est devant nous, c'est une très mauvaise nouvelle. Cela signifie que des civilisations apparaissent régulièrement, atteignent un niveau de développement comparable au nôtre, puis s'autodétruisent. Guerre nucléaire, effondrement climatique, catastrophes liées à l'intelligence artificielle, pandémies provoquées, épuisement des ressources. Une catastrophe récurrente que les civilisations technologiques ne peuvent éviter. Un piège inhérent à la structure même de la technologie. C'est pourquoi la recherche de microbes extraterrestres est si importante. Si nous découvrons sur Mars une vie microbienne apparue indépendamment, cela signifie que l'origine de la vie n'est pas un filtre. La vie commence facilement. Cela repousse l'intervention du filtre plus tard dans la séquence, voire avant nous. Si nous découvrons une vie multicellulaire complexe sur une autre planète, le filtre sera repoussé encore plus tard. Et si jamais nous détectons un signal intelligent provenant d'une civilisation lointaine, cela signifie que chaque étape jusqu'à l'intelligence elle-même n'est pas un filtre.
Le filtre doit être installé encore plus tard. Ce doit être quelque chose qui arrive aux civilisations après leur développement, quelque chose qui les anéantit. Paradoxalement, la découverte d'une vie extraterrestre serait terrifiante, car cela signifierait que le grand filtre est probablement encore à venir. En octobre 2025, des chercheurs de l'Académie autrichienne des sciences ont publié une étude modélisant la probabilité de l'existence. Chapitre 13. Premier contact. Oubliez tout ce que les films vous ont appris. Le premier contact ne se fera pas par l'atterrissage d'une soucoupe volante sur la pelouse de la Maison-Blanche. Il ne s'agira pas d'une transmission en anglais disant « Nous venons en paix ». Ce ne sera pas une flotte de navires obscurcissant le ciel. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires divertissantes, mais elles n'ont presque rien à voir avec ce que la science nous dit sur ce à quoi ressemblerait réellement un premier contact. Le scénario le plus probable est le suivant. Un scientifique est assis devant un écran d'ordinateur. Ils analysent des données. Spectre de l'atmosphère d'une exoplanète. Résultat d'analyse chimique d'un échantillon de roche martienne. Lecture de spectrométrie de masse d'un échantillon de panache sur une lune océanique. Les données révèlent une anomalie, un schéma qui ne correspond à aucune explication non biologique. Le scientifique fronce les sourcils, vérifie les instruments, relance l'analyse et obtient le même résultat. Ils envoient les données à leurs collègues. Les collègues vérifient les instruments indépendamment, effectuent leur propre analyse et obtiennent le même résultat. Un article est rédigé. Il est soumis à une évaluation par les pairs. Les critiques protestent et demandent d'autres explications. Les auteurs répondent aux critiques. L'article est publié. La communauté scientifique débat. D'autres équipes tentent de reproduire cette découverte. Certains y parviennent. Certains obtiennent des résultats différents. Les années passent. Peu à peu, les preuves s'accumulent. Les explications alternatives sont testées et éliminées une à une. Et à un moment donné, lentement, sans tambour ni trompette, le consensus change. Nous ne sommes pas seuls. Voilà comment cela se passerait, pas avec fracas, mais avec un point de données. Nous vivons déjà les premières étapes de ce processus. La roche de Chayava Falls sur Mars a été découverte en juillet 2024. L'article, évalué par des pairs, a été publié en septembre 2025. Plus d'1 an d'analyse s'est écoulé entre la découverte et la publication, et le débat est loin d'être terminé. Les scientifiques discutent encore d'explications alternatives. Des données supplémentaires sont nécessaires. Les échantillons doivent être ramenés sur Terre pour une analyse définitive. Cela nécessite une mission de retour d'échantillons martiens qui n'a pas encore été lancée. La détection de sulfure de diméthyle dans le K28b a suivi la même trajectoire. Une première indication en 2023, un signal plus fort en 2025. Une réanalyse de la NASA n'a trouvé aucune preuve concluante. Des équipes indépendantes obtiennent des résultats différents selon leur méthode et leur modèle. Le seuil de confirmation 5 sigma n'est toujours pas atteint. Il faut davantage de temps d'observation. Voilà à quoi ressemble réellement la quête de la vie. Pas un seul moment dramatique. Une longue, minutieuse et frustrante accumulation de preuves. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. L'enjeu est trop important pour se contenter de moins. Mais le type de vie que nous découvrirons en premier influencera considérablement les conséquences. La vie microbienne sur Mars ou Europe serait révolutionnaire pour la biologie, mais gérable pour la société. Cela confirmerait que la vie est répandue dans l'univers. Cela permettrait de répondre à l'une des plus anciennes questions de l'humanité, sans pour autant menacer personne. Les microbes n'envahissent pas. Ils ne communiquent pas. Ils ne représentent pas un défi militaire. La découverte serait célébrée, débattue, étudiée et finalement intégrée au courant scientifique dominant. Les manuels scolaires seraient réécrits. Les financements alloués à l'astrobiologie augmenteraient. La vie continuerait. Mais la présence de microbes sur Mars accentuerait encore le paradoxe de Fermi. Si la vie commence facilement, pourquoi ne voyons-nous personne? Où sont tous les autres? Le grand filtre devient plus inquiétant. Un signal intelligent provenant d'une étoile lointaine constituerait une découverte d'une toute autre nature. Chaque religion sur Terre devrait se confronter aux implications de cette situation. Toute philosophie nécessiterait une révision. Toutes les hypothèses concernant la place particulière de l'humanité dans le cosmos seraient remises en question. Et il y a aussi le problème pratique de la communication.
Si le signal provient d'une civilisation située à 33 000 années-lumière, comme le suggère l'étude de l'Académie autrichienne, le message mettrait 33 000 ans pour l'atteindre. Il leur faudrait encore 33 000 ans pour nous répondre. Un seul échange s'étendrait sur 66 000 ans, soit plus longtemps que toute l'histoire humaine enregistrée. Une conversation serait impossible. Nous pourrions recevoir leur signal et savoir que nous ne sommes pas seuls, mais nous ne pourrions jamais dialoguer. Stephen Hawking a averti que contacter une civilisation extraterrestre pouvait être dangereux. Il a établi une analogie avec la colonisation européenne des Amériques. Lorsqu'une civilisation technologiquement avancée rencontre une civilisation moins avancée, le résultat est rarement favorable à cette dernière. D'autres ont calculé que nos signaux... Chapitre 14. Que signifie la réponse? Nous avons parcouru un long chemin ce soir. Des taches de léopard sur une roche martienne au sulfure de diméthyle qui dérive dans l'atmosphère d'un monde situé à 124 années-lumière, des sources hydrothermales au fond des océans terrestres, aux geysers jaillissant d'une minuscule lune de Saturne. De la chimie du silicium et du méthane à la gravité écrasante des superterres. Des forêts noires sous des soleils rouges aux esprits fonctionnant grâce au sonar et percevant la réalité de manières inimaginables. Du grand filtre au silence du ciel. Et maintenant, nous devons nous confronter à la question qui nous attendait depuis le début. Et si nous trouvions la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si nous ne le faisons pas? Prenons la première possibilité. Supposons que nous trouvions de la vie microbienne sur Mars. Des organismes simples, à une seule cellule, peut-être déjà morts depuis des milliards d'années, préservés comme des fantômes chimiques dans d'anciennes argiles. Peut-être vivants, s'accrochant à l'existence profondément sous terre, là où l'eau liquide suinte encore à travers la roche martienne. Cette découverte nous apprendrait que l'origine de la vie n'est pas un miracle, c'est un processus naturel, quelque chose qui se produit lorsque la chimie adéquate rencontre les conditions adéquates. Si la vie est apparue indépendamment sur deux planètes d'un même système solaire, la conséquence est inévitable. La vie est banale, l'univers est vivant. Pas à chaque coin de rue, pas sur chaque rocher, mais suffisamment fréquemment pour qu'un cosmos sans vie soit l'anomalie, et non un cosmos avec vie. Ça change tout. Pas seulement la biologie, la philosophie, la théologie, notre compréhension de notre propre importance. Depuis 400 ans, la révolution de Capernac démantèle lentement l'idée que nous sommes spéciaux. La Terre n'est pas le centre du système solaire. Le Soleil n'est pas le centre de la galaxie. La galaxie n'est pas le centre de l'univers. Découvrir que la vie est apparue indépendamment ailleurs serait l'étape finale. Nous ne sommes pas le sujet. La vie est l'essentiel et l'univers la rend accessible à tous. Imaginons maintenant que nous découvrions une vie complexe, et pas seulement des microbes, des organismes multicellulaires avec des tissus différenciés et des fonctions spécialisées, des créatures avec des plantes corporelles, des écosystèmes avec des réseaux trophiques, sur Europe, peut-être dans l'océan chaud et sombre sous la glace. Cela nous indiquerait que l'évolution n'est pas seulement un phénomène terrestre, c'est un moteur universel. Avec le temps et la vie, la complexité apparaît. Une organisation se construit sur une autre organisation. La simplicité devient sophistiquée. Le processus qui a transformé des cellules uniques en baleines bleues sur Terre opère partout. C'est inscrit dans les lois de la physique, ce n'est pas un accident local, c'est un principe cosmique. Et si nous découvrons une intelligence, un signal, une structure, un artefact qui n'aurait pu être produit que par un esprit pensant, alors la conscience n'est pas un hasard. La prise de conscience n'est pas un accident survenu une seule fois dans un petit monde. C'est le produit naturel d'une évolution suffisamment complexe. L'univers ne se contente pas de créer la vie, il crée aussi l'esprit. Chaque niveau de découverte accroît exponentiellement l'importance. Les microbes sont synonymes de vie commune. La complexité de la vie signifie que l'évolution est universelle. L'intelligence signifie que la conscience est inscrite dans la trame même de la réalité. Chaque réponse ouvre une porte sur une pièce plus vaste. Mais il existe une autre possibilité, celle dont on parle rarement car c'est la pensée la plus solitaire qu'une espèce puisse avoir. Et si nous cherchions encore et que nous ne trouvions rien? Et si les échantillons martiens revenaient et que les taches léopards s'avéraient être purement géologiques?
Et si le sulfure de diméthyle présent sur K28b s'avérait être produit par un processus chimique et non biologique? Et si Europa Clipper arrivait à Jupiter et y découvrait un océan stérile? Et si, en traversant les panaches d'Encelade, le spectromètre de masse ne révélait que de l'eau et des minéraux? Et si STEI écoutait pendant encore un siècle et n'entendait que des parasites? Et si nous étions seuls? Ce serait la découverte la plus solitaire de toute l'histoire des découvertes. La confirmation que dans toutes les milliards de galaxies, à travers tous les milliards d'années, sur tous les milliards de mondes, la conscience s'est éveillée une seule et unique fois, ici même, sur ce petit rocher bleu orbitant autour d'une étoile ordinaire dans la banlieue d'une galaxie ordinaire. Mais solitude n'est pas le mot juste. Si nous sommes seuls, alors ce que nous possédons n'est pas seulement rare, c'est précieux au-delà de toute mesure. Chaque pensée, chaque conversation, chaque acte de bonté, chaque morceau de musique, chaque découverte scientifique, chaque instant d'émerveillement est unique dans le cosmos. Il n'y a pas de sauvegarde. Il n'existe pas d'autre exemple. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons existe en un seul lieu et nulle part ailleurs. Et cela transforme les enjeux de notre survie, d'important à sacré. Si nous sommes la seule intelligence de l'univers, alors protéger cette civilisation, cette espèce, cette fragile expérience de conscience, devient la tâche la plus importante qui ait jamais existé ou qui existera jamais. Pas seulement pour nous, pour l'univers tout entier. Car sans nous, ou quelque chose de semblable à nous, l'univers n'aurait personne pour le voir, personne pour le comprendre, personne pour s'en émerveiller. C'est une machine immense, magnifique et complexe qui fonctionne dans une pièce vide. La responsabilité d'être seul serait accablante. Mais nous ne savons pas quel scénario est vrai. Et cette incertitude est en elle-même une sorte de cadeau, car elle signifie que la recherche a encore de l'importance. La question reste ouverte. Chaque mission, chaque